Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Au programme cette semaine de la littérature avec Étienne de Montetti, du spectacle vivant avec Simon Abkarian, de Nouveaux Horizons avec la dessinatrice Catel, mais aussi du genre et de l'identité en question avec Sébastien Lifshitz, les mots de l'année avec la linguiste Julie Neveu et le Rwanda avec Hélène Dumas. Voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle semaine dans l'actualité culturelle et celle des idées. Aujourd'hui, alors que le nom du Goncourt 2020 sera annoncé dans une demi-heure, retour sur le lien si particulier qui unit et désunit l'auteur à son œuvre avec la sociologue Gisèle Sapiro qui revient dans son nouvel essai sur les polémiques à l'œuvre, c'est le cas de le dire, ces dernières années. Mais d'abord, de la littérature en série avec les écrivains Valérie Zenati et Chabi Molia. La première a co-scénarisé Possession, diffusée sur Canal. Le second est à l'écriture et à la réalisation de No Man's Land, diffusé sur Arte. La grande table. Olivia Gesbert. Les impatientes Djaïli Amadou Amal chez Emmanuel Colas, L'anomalie d'Hervé Letellier chez Gallimard, Thésée, sa vie nouvelle de Camille Toledo chez Verdier, et enfin l'historiographie du royaume de Maël Renoir, paru chez Grasset. Trois hommes, une femme, on y arrive, les comptes sont bons, 4 destinations et surtout 4 romans finalistes d'un Goncourt 2020 dont l'annonce, dans le contexte de crise sanitaire que l'on connaît, était conditionnée à la réouverture des librairies. C'est chose faite, le nom de la ou du lauréat sera annoncé tout à l'heure en virtuel via l'application Zoom. Résultat dans le journal de Thomas Cluzel. Bonjour à vous, Chabi Molia. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance, mais avec nous. Bonjour Valérie Zenati. Bonjour Olivia Gesbert. Bonjour. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un pronostic, une préférence pour ce Goncourt 2020 parmi les 4 finalistes évoqués? Je dirais pas pour l'instant. Pas encore? Non, c'est pas le sujet sur lequel je peux m'exprimer là. Chabi Molia? Non, je les ai pas lus, donc j'ai pas de préférence. Après, un pronostic, on sait toujours que les grands éditeurs sont mieux placés que les moins grands, mais on verra bien. Donc, clin d'œil à Gallimard ou à Grasset éventuellement dans cette course pour le Goncourt. Vous voilà l'un et l'autre à l'écriture, pas d'un roman cette fois-ci, mais de 2 séries à voir actuellement. L'une Possession sur Canal+, l'autre No Man's Land sur Arte et en replay sur leurs plateformes vidéo respectives. 2 séries franco-israéliennes. Je ne sais pas si c'est un hasard, qui nous amène sur d'autres terres, en tout cas Israël pour Possession et la Syrie pour No Man's Land. Possession, Valérie Zenati, la série s'ouvre sur la mort du marié, le jour de la cérémonie de mariage. Quand les lumières se rallument, la jeune épouse, française, a dans la main l'arme du crime, visiblement, et sa robe blanche est maculée de sang. Okay. Maybe it's just a wedding, huh? שיחה שלי. תעשו להם הרבה מחיאות כפיים. On a une ressortissante qui a été arrêtée cette nuit. C'est quoi, une affaire de drogue? Non, son mari a été assassiné en plein mariage. Il faut la raisonner, sinon elle va avoir des problèmes. Je suis Karim Taleb du consulat de France à Tel Aviv. J'ai vu votre père, il est dehors. Ils vous ont bien traité? Ils me prennent pour une psychopathe. Ici, c'est un état de droit. Et en plus, je suis française. C'est pas moi. Vous me croyez pas quand je vous dis que j'ai rien fait? Oui ou non? Écoutez, mademoiselle, ce n'est pas à moi de dire si vous êtes coupable ou non. L'important, c'est ce que eux, ils croient. Pour moi, vous êtes une ressortissante française et je suis ici pour vous assister en cette qualité. Et là-dessus, vous pouvez compter sur moi. D'accord? Extrait de la bande-annonce de Possession avec un casting fantastique d'acteurs dont on va dire un mot, mais d'abord innocente ou manipulatrice, possédée peut-être. C'est le ressort principal de cette série, savoir si c'est elle ou pas, et si c'est elle, pourquoi, Valérie Zenati? Oui, alors d'emblée, lorsqu'on a commencé à écrire avec Shahar Madian, on savait qu'on allait être dans l'ambiguïté de cette question du début à la fin et qu'elle nous portait, avec derrière cette question coupable ou non coupable, la question à quoi croit-on et comment aussi le visible, cette femme avec ce
couteau et l'invisible, qui n'est pas forcément le surnaturel, l'invisible. L'invisible, c'est l'inconscient, l'invisible, c'est l'archéologie familiale, c'est peut-être aussi le secret de famille. Comment le visible et l'invisible peuvent s'entrechoquer dans cette histoire. Alors le casting, on l'évoquait, là on a entendu dans cet extrait Reda Kateb, qui est Karim, qui est un diplomate français en poste là-bas, qui va essayer d'aider Nathalie, interprétée par Nadia Tereskievic, si je prononce bien, c'est parfait. Qui est moins connue, mais qui illumine vraiment cette série et l'écran, qui va tenter de comprendre et de l'aider dans ce parcours judiciaire qu'elle va traverser. C'est une série très ancrée dans la mythologie juive et kabbalistique, inspirée du mythe du Dibouk, celui d'un démon ou mauvais esprit qui pourrait occuper les corps. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus vous chercher, parce que c'est le cas de cette série, d'abord pensée, vous le disiez, en Israël par le showrunner, Shachar Magan. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus vous chercher? Est-ce que c'est justement pour votre connaissance à la fois de l'hébreu, d'Israël et de la France, pour faire de vous un peu la passerelle entre les imaginaires et les cultures? Oui, c'est exactement ça. Shachar Madian avait donc cette idée d'adapter en quelque sorte de manière très libre le mythe du Dibouk. Et d'ailleurs, la série en hébreu s'appelle Diboukim. Et il avait besoin d'un ou d'une co-auteure français parlant hébreu de préférence. Et il se trouve, c'est la jolie circulation des choses, que ma traductrice en hébreu, Rama Ayalon, qui a traduit Jacob en hébreu, est une amie de Shachar Madian et a fait ce lien. C'est-à-dire, les passerelles sont passées à travers une porosité littéraire et linguistique, puis amicale. La famille refait un voyage dans ce film de la France jusqu'en Israël. C'est une famille française à l'origine que vous avez vous-même réalisé de la France à Beersheva. C'est-à-dire que votre expérience particulière, personnelle, a aussi influé sur l'écriture de la série? Oui, bien sûr. Il y a dans la série quelque chose qui est structurellement situé entre la France et Israël. Ce n'est pas du tout un artifice, c'est même le cœur de l'histoire à travers les personnages. D'un côté, le casting israélien et de l'autre, le casting français. Et aussi, pour nous, c'était un voyage non seulement entre les pays et les langues, mais peut-être entre les questions de la raison et de la foi, du rationnel et de l'irrationnel. Donc, toutes ces questions-là, je les ai traversées autrement, bien sûr, que Nathalie dans la série, mais avec quelque chose qui est très présent aussi pour moi dans cette histoire. Chabi Molia, No Man's Land, c'est l'histoire d'un jeune Français persuadé que sa sœur, une archéologue, plutôt au grand cœur, morte dans un attentat en Égypte. Il est persuadé qu'elle est encore vivante. Il pense l'avoir reconnue dans une vidéo qui circule sur la mort d'un djihadiste français en Syrie. Et il décide de partir, essayer de la retrouver. Il passe par la Turquie avant d'arriver en Syrie. Et vous, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Valérie Zenati, comment le Basque que vous êtes se retrouve à s'intéresser au combat des Kurdes contre Daesh? Alors ça, c'est vraiment le hasard et les amitiés. En fait, il y a derrière Possession et No Man's Land d'une même maison de production qui s'appelle Ouécourt, qui est bien fort avec la création israélienne. Et voilà, et c'est donc la productrice Caroline Benjo qui m'a proposé au départ ça aurait pu être tout à fait quelqu'un d'autre que moi, mais d'essayer de faire en sorte que sonne juste le français. Ça voulait dire travailler les dialogues, ça voulait dire aussi avoir un œil sur la condition sociale des personnages, les décors, les costumes. Et puis ça a fini par être sur le tournage, accompagner la réalisation dans la direction d'acteurs des acteurs français. Voilà, c'est comme ça que ça s'est trouvé. Après, il y a toujours quelque chose d'assez personnel dans ces hasards. Il se trouve que moi, j'ai eu le malheur de perdre un ami au Bataclan, et que ce qui m'a passionné en fait dans cette série, quand je l'ai découverte, elle était déjà assez largement écrite. C'était que j'allais entrer dans l'antichambre de ces attentats, puisque c'est en Syrie qu'ils ont été planifiés, et que cette introduction, disons, dans Daesh, je trouvais qu'elle était extrêmement bien documentée par les scénaristes principaux, qu'elle sonnait très juste, et voilà, et c'était pour moi, dans ma vie, le moment de regarder ça en face. La question du point de bascule aussi pour ces jeunes, savoir comment on s'engage. La question, elle se pose aussi pour les femmes, les combattantes, les soldates côté kurde.
de cet engagement qui est d'ailleurs qui passe au-dessus de tout dans la série. C'est assez bien raconté. Alors Félix Moati, c'est un peu le gentil Frenchie, c'est lui qui joue le rôle du frère, et il va se retrouver là, projeté en plein conflit. Comment vous avez-vous projeté, Chabi Molia, votre imaginaire, ce que vous êtes, vous, là-bas, sur ce terrain de guerre, dont on peut imaginer, d'après ce que vous venez de nous dire, que vous connaissiez aussi peu que Félix Moati les règles ou les codes de cette région, que le personnage joué par Félix Moati. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, et en fait, ça a été très inspirant pour moi de travailler les dialogues, en particulier quand j'ai su que Félix Moati était au casting. J'avais commencé avant. Et puis, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit, ben voilà, il est parfait pour jouer Antoine, parce que Félix, sa filmographie, c'est celle justement d'un jeune Parisien, d'une forme de fraîcheur, de légèreté. Enfin voilà, il n'avait pas joué, à ma connaissance, dans des drames ou dans des registres vraiment sérieux. Et je me disais, il est parfait pour incarner ce jeune homme qui justement va, en raison des circonstances, basculer en fait sur un terrain qui est un terrain guerrier, qui lui est totalement étranger, qui est aussi, vous le disiez, le terrain de l'engagement. Et la question de l'engagement, de pouvoir sacrifier sa vie pour une cause plus grande que soi, c'est quelque chose qui est, je pense, très exotique en Occident, en tout cas pour la jeunesse occidentale. Et voilà, et je crois qu'après, on se méfie toujours des clichés du genre, et que la manière de se tenir à distance des clichés, c'est de se dire, dans les situations extraordinaires, il n'y a jamais que des gens ordinaires. Et donc, il n'y a jamais, au fond, que des Chabi ou des Félix ou des Valérie ou des gens comme ça qui se retrouvent à faire la guerre, ou qui se retrouvent aussi à commettre des atrocités. Et c'est pour moi un fil rouge, en fait, dans l'écriture. Et dans Possession, Valérie Zenati, il y a le regard extérieur, presque vierge, sur ce pays, cette culture dont il ne parle pas la langue d'ailleurs. Celui de Karim, interprété par Reda Kateb, on le disait, un diplomate français, chargé d'apporter sur place son aide à des ressortissants en difficulté. Il va apprendre à connaître aussi cette culture du pays, israélienne, qui va peu à peu aussi le dérouter, mais il va essayer d'en comprendre en tout cas les codes, tout en basculant dans le sentiment un peu amoureux, en s'entichant de Nathalie, cette veuve noire qu'il est chargé de protéger. C'était important pour vous de passer par ce regard-là, par l'idée d'un regard extérieur, pour là encore nous aider à avoir les clés de compréhension de cette culture et donc de la série. Oui, bien sûr. Karim Taleb est tout autant d'ailleurs notre regard que celui de Esti, la flic qui est chargée de l'enquête et qui est jouée par Noah Kohler, et qui sont en quelque sorte nos émissaires sur cette histoire. Car si elle s'inscrit bien entendu en Israël et emprunte parfois au code religieux, mais c'est d'abord et avant tout une histoire familiale, avec toute sa part d'ombre qu'on voulait filmer paradoxalement dans la lumière. Donc, c'est tourné dans le désert, sous une lumière assez écrasante. Et le regard de Karim, c'est un regard aussi sur le pays, bien sûr, mais je dirais plutôt de manière indirecte. Ce qui était très important pour nous, c'était d'avoir ce consul qui est du côté d'une vie peut-être un peu terne, un peu trop maîtrisée, et qui fait face soudain à une histoire où plus rien n'est maîtrisé. C'est une série que vous diriez fantastique, série criminelle quand même. On est entre le thriller et la série criminelle, mais il y a une part de fantastique dans Possession. Alors il y a un mélange des genres, exactement, qui est celui-là. Et on a tenté d'être sur la ligne de crête entre le réalisme et le fantastique du début à la fin. Le fantastique n'étant jamais le surnaturel, mais toujours la part d'inconscient, d'invisibilité. On a beaucoup échangé avec Shahar au sujet de nos lectures. Évidemment, on a relu Freud, à la fois le refoulé et le retour du refoulé ont été des moteurs très importants pour nous dans cette histoire. Donc oui, c'est une série réaliste fantastique, mais avec une part de fantastique qui est très présente dans nos vies. Et d'ailleurs, dans ce questionnement, au départ, on se disait que c'était un peu une opposition France-Israël, on va dire la raison face à l'irrationnel, pour aller vite. Bien entendu, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a de l'irrationnel en France et de la raison en Israël parfois. Mais je me suis interrogée personnellement sur la notion très française de l'intime conviction,
qui est une notion juridique présente chez nous aux assises. Et en fait, l'intime conviction, c'est aussi rationnel que le sentiment de croyance. Vous n'avez pas besoin de preuves pour établir votre intime conviction. Et donc, ce mélange des genres est aussi un mélange des perceptions de ce qui, a priori, est une évidence et qui, lorsqu'on creuse, devient beaucoup plus complexe, mettant en jeu, encore une fois, des histoires, des pulsions et un mystère, et le mystère de chacun. Pas seulement le mystère de Nathalie, je pense que tous les personnages dans cette série gardent peut-être une part de mystère jusqu'au bout. C'est intéressant aussi parce que Shachar Maghen, qui est votre co-scénariste sur la série, quand on lui pose la question de la répartition et de la complémentarité de vos écritures pour cette série Possession, il dit que vous êtes le cœur de la série, dans la manière de penser aussi les personnages. Donc effectivement, la raison n'est pas toujours là où on pense ou du côté français pour le coup, puisque vous avez aussi appris à humaniser, étoffer ces personnages par votre écriture, Valérie Zenati. Si on revient du côté de No Man's Land, Chabib Molia, vous la qualifiez comment? C'est une série dramatique, No Man's Land? À quel genre appartient-elle? C'est une bonne question, mais je ferais peut-être un peu la même réponse que Valérie. Elle puise différents genres. Il y a bien sûr, on pourrait dire, vu de loin, que c'est une série de guerre, et en même temps, c'est la guerre filmée toujours à hauteur d'homme, et donc à hauteur d'une histoire de famille et d'un secret de famille en fait qui a malheureusement divisé, éloigné irrémédiablement un frère et une sœur. Alors ça, c'est peut-être le talent aussi des auteurs israéliens, c'est de savoir ça entrer dans des genres a priori très codifiés. Il y a aussi une dimension d'espionnage très forte dans la série. Entrer dans ces genres-là, mais sans jamais négliger je dirais le souffle romanesque des relations humaines les plus essentielles, des rapports intrafamiliaux. Et en ça, peut-être la série se distingue, disons, d'autres séries d'espionnage ou séries de guerre qu'on a pu voir récemment. De la littérature en série aujourd'hui avec nos invités, les écrivains Valérie Zenati et Chabib Molia. La première a co-scénarisé Possession, diffusée sur Canal+. Chabib Molia, lui, est à l'écriture et à la réalisation sur certains épisodes de No Man's Land, diffusés sur Arte. On est ensemble jusqu'à 12h30. Je ne veux plus jamais te revoir, Antoine. Il est là, papa? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous parle d'Anna. Elle est morte dans un attentat terroriste au Caire. T'as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle? Ils sont plus trompés. C'est bizarre cette ressemblance. Ah, t'as vu ce que t'avais envie de voir, c'est tout. Si elle était pas morte en fait. Allô? C'est moi, c'est Antoine. Je suis en Syrie. Antoine, je t'en supplie, faut que tu sortes de là tout de suite. Je suis venu chercher ma sœur. T'as fait une belle connerie en venant ici. Extrait de No Man's Land, au-delà du No Man's Land, géographique, justement, Chabib Molia, qu'évoque le titre même de la série. C'est aussi la question des frontières qui est posée dans No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté de la frontière? Ça, c'est la question que ne s'est peut-être pas suffisamment posée Antoine. De l'autre côté de cette frontière, c'est-à-dire quand on entre en Syrie, il y a surtout un monde d'engagement, un monde de croyances très fortes qui, par un hasard militaire, en fait, vont s'affronter, puisque, au fond, on pourrait dire, et de Daesh et de la cause des Kurdes, que ce sont deux utopies. Alors, il y a une utopie sombre et une utopie lumineuse, mais c'est deux projets de société, deux projets de réorganisation radicale de la société, avec d'un côté une théocratie où la femme est très inférieure à l'homme, et en face, une société façon Nuit debout, c'est-à-dire hyper progressiste, où la femme serait véritablement l'égale de l'homme, encore plus qu'en Occident. Et ces deux forces se retrouvent absolument affrontées. Voilà. Et c'est ça qui est si étonnant pour quelqu'un comme
comme Antoine. On a parlé de géographie d'ailleurs, mais dans les 2 séries, le saut, il est aussi, Valérie Zenati, temporel, civilisationnel presque. Il y a le passage entre 2 mondes qui se joue, mais aussi entre, d'un côté, la modernité et les traditions. On retrouve ça aussi dans Possession. Bien sûr, tout à fait. Et tout à l'heure, Chabi disait que nos 2 séries sont produites par Haut et Court. Et je pense que ça, c'est quelque chose à garder en tête. En production, les producteurs comptent autant qu'en édition, les éditeurs. Donc, il y a une ligne éditoriale très forte chez Haut et Court qui a, je pense, un temps d'avance sur les relations peut-être plus politiques, parce que dans nos 2 séries, il y a cet imaginaire entre l'Orient et l'Occident, et toutes les interactions entre ces 2 imaginaires, que ce soit des interactions politiques, culturelles, historiques, elles sont extrêmement présentes aussi bien dans No Man's Land que dans Possession, de manière très différente. Et il y a longtemps, il y avait ce projet de Méditerranée, je ne sais plus quel était le nom, un projet politique qui voulait réunir tous les pays méditerranéens. Ça n'a pas donné grand-chose. En revanche, là, dans ces créations-là, on sent bien que ce dialogue autour de la Méditerranée est à l'œuvre, mais dans nos imaginaires en France aussi, les questions de... Alors c'est entre la Méditerranée, mais c'est aussi générationnel, et c'est assez marquant dans Possession, à la fois entre Dominique Valadier, qui incarne Rosa, la mère de cette fratrie de 3 sœurs, jouée par Judith Chemla, notamment, qui est l'une des sœurs, Aloïs Sauvage, la chanteuse, musicienne et comédienne aussi, qui fait partie du trio, et Nadia Tereskiewicz, dont on parlait, qui est Nathalie, l'héroïne, la veuve noire de cette série. Dominique Valadier, elle est d'origine tunisienne et elle incarne vraiment toute cette tradition qu'elle transporte avec elle, ses croyances, et elle élève ses filles dans ce carcan finalement traditionnel, et la question est de savoir comment s'en libérer. Totalement. C'est-à-dire, pour nous, on n'en a pas encore parlé, mais c'est bien évidemment une série féministe qui, quand je dis féministe, oui, avec un propos qui va chercher du côté de l'histoire, de la transmission entre les femmes, ce qui peut être aussi coercitif et pesant que le patriarcat peut-être. Donc, des croyances, des peurs, des certitudes que l'autre représente un danger, un désir de repli, un désir de contrôle sur le corps et la sexualité des filles. Ça, je pense que c'est manifeste dès les premiers épisodes. On ne spoil rien en disant ça. Et Dominique Valadier, je dois le dire, et tous les acteurs et les actrices de cette série nous ont comblés dans leur façon de s'immiscer dans cette question-là, de la transmission, et de comment peut-être à un moment donné se défaire des chaînes de la transmission toxique, parce qu'il y a aussi des transmissions positives, évidemment. Oui, et il y a la question de la transmission, donc des traditions, des croyances, mais de la culture, mais aussi des angoisses de la mère dont les filles tentent de se libérer. C'est aussi une série à sa manière, au féminin, sur l'émancipation, Possession. Autre point commun peut-être entre vos 2 séries, elles interrogent l'une et l'autre, et vous l'évoquiez, Valérie Zenati, les corps féminins, c'est-à-dire à la fois les corps militarisés dans No Man's Land, celui des combattantes kurdes, et où les soldats sont des femmes. Dans la série, on le voit bien, et c'est raconté comment ce corps féminin n'existe plus, est gommé par l'engagement de ces femmes, et le regard masculin sur le corps de Nathalie, dans Possession, parce que alors là, elle subit la pression de tous les regards, celui du père, celui du mari, celui de son ex-amant, et même de ce diplomate qui tente de l'aider. Oui. Nathalie est une sorte d'écran de désir sur lequel se projettent les fantasmes et le refoulé des hommes qui l'entourent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous est apparu très tôt dans l'écriture, de voir comment elle pouvait inconsciemment être aussi prisonnière de ce regard sur elle, de la fascination qu'elle exerce sur les hommes, et comment à un moment donné se détacher de ça. Alors la jonction entre les 2 séries, c'est qu'à la fin elle pourrait peut-être rejoindre les combattantes kurdes, mais ça appartient à l'imaginaire des spectateurs qui verront les 2 séries. Voilà, Chabi Molia, on vous a perdu et retrouvé. On parlait de la question des corps militarisés, des corps féminins, gommés aussi par cet engagement dans No Man's Land, et du corps des femmes aussi dans la série Possession. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que c'est une écriture, Chabi Molia, que vous avez envie de continuer à développer, celle de la série? Bien sûr.
Alors après, je ne sais pas sous quelle forme et dans quel genre encore, mais vous savez, aujourd'hui, on sent tellement que la série est au cœur en fait de la culture contemporaine, au cœur des préoccupations, et qu'à voir quand vous faites un post sur un réseau social pour annoncer la sortie d'un livre et celui où vous annoncez vous avez participé à l'écriture d'une série, la réception est bien différente. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'attrait de ça, c'est-à-dire c'est excitant, disons, de travailler sur des récits qui vont être vus par beaucoup de gens et à travers lesquels il y a des choses très importantes à raconter. Je crois que nous, avec cette situation en Syrie, on se disait finalement c'est une histoire dont on ne raconte toujours que la même chose, c'est-à-dire l'engagement des djihadistes européens au service de Daesh. Et on parle finalement très peu de ces engagés volontaires qui sont allés les affronter. Et en plus, c'est une série qui a été pensée déjà il y a quelques années, c'est-à-dire qui n'est pas sur... on découvre ce qu'est cet engagement extérieur sur ce terrain de conflits et des opérations qu'est la série à ce moment-là. Chabi Molia, vous avez fait paraître aussi à la rentrée des Jours sauvages, comme quoi vous n'avez pas non plus abandonné le roman, loin de là. De votre côté, Valérie Zenati, il y a une nouvelle traduction de Mon père et ma mère d'Aaron Appelfeld, dont vous êtes aujourd'hui à l'Olivier, la traductrice attitrée, prix du roman étranger Les Inrocks ce mois-ci, et un nouveau livre jeunesse, Marilou et le grand incendie, paru aux éditions de l'École des loisirs, avec des illustrations de Colette Natrella, comme quoi vous multipliez là encore les genres et les écritures, écriture jeunesse, traduction, la série, vous y reviendriez si on vous le proposait? Nous sommes déjà en train d'écrire une autre série avec mon co-auteur, Shahar Madian, nous sommes sur un autre projet tout aussi fou et excitant. Je pense, et je ne suis pas la première à le dire, que la série est au XXIe siècle peut-être ce qu'a été le feuilleton littéraire au XIXe. Et il y a dans cette possibilité d'explorer sur un temps long des personnages quelque chose qui me plaît beaucoup, d'autant plus que je poursuis donc avec Shahar Madian, avec la collaboration. Vous savez, l'écriture seule, l'écriture de mes romans est quelque chose qui n'a pas de prix, mais la coécriture heureuse, c'est quelque chose de très rare aussi. Oui, c'est un partage, même si le genre de la série est quand même plus contraint que celui du roman. Tout à fait, ouais. Et je disais à mon éditeur récemment que je retourne ensuite vers mes propres livres avec un sentiment de liberté infinie. Voilà pourquoi il faut faire un peu de tout. Merci à vous, Chabi Molia, d'avoir été avec nous. Je rappelle que No Man's Land, qui a déjà été diffusé sur arte.tv, est maintenant à voir sur Arte tout court. Et de votre côté, Valérie Zenati, on doit pouvoir retrouver possession sur la plateforme de Canal+, puisque la série a déjà été diffusée à l'antenne. Et en DVD. Et en DVD. Merci beaucoup à tous les deux.